Toute prise de décision de carrière est un processus complexe qui fait intervenir plusieurs dimensions chez la personne. Donc oui, c'est une question individuelle, mais c'est beaucoup plus large que ça. Dans le cadre de mes travaux de recherche, entre autres, où je me suis intéressé à ce que j'appelle l'action décisionnelle, j'en arrive au constat que prendre une décision de carrière se joue souvent au travers des expériences de parcours de vie, c'est-à-dire les événements qu'on a rencontrés, les relations sociales et les réseaux sociaux au sein desquels on est imbriqué tout au long de notre vie, mais également au niveau de nos projets, de nos aspirations, nos buts. Également, prendre une décision de carrière fait intervenir autant des enjeux de stratégie, d'adaptation, d'ajustement personnel, donc soit la capacité de la personne à mener des actions qui sont cohérentes, congruentes avec qui elle est et ses ressources, mais qu'on ne peut faire abstraction pour autant du fait de la force des contextes qui peuvent également jouer un rôle sur la manière dont les individus prennent des décisions. Tout ça m'amène à l'étude dont il est question aujourd'hui, qui est celle de Timmons et de ses collaborateurs, qui, eux, se sont intéressés à savoir quels sont les facteurs qui exercent une influence sur le processus de prise de décision de carrière des personnes avec situation de handicap dans un contexte de recherche et d'intégration en emploi. Il s'agit d'une étude américaine menée plus particulièrement au Massachusetts. L'idée des auteurs était d'en arriver à identifier justement les catégories de facteurs qui semblent plus jouer un rôle. Donc, ils en ont identifié 5. La première, c'est la famille. Donc, ça se rapporte beaucoup au niveau du parcours de vie de la personne, à savoir, est-ce que les membres de la famille ont exercé, quel genre de modèle ils ont été pour la personne? Et quand on entend modèle, c'est que lorsqu'enfant, personne en situation de handicap, par exemple, voit ses parents, qu'est-ce qui est projeté comme image, comme attitude, comme comportement, comme façon de voir le monde, comme rapport au travail, et également comme valeur de travail. Donc, qu'est-ce qui est transmis à ce niveau-là? Il y a également, et ça c'est intéressant parce que dans le fond, dans leurs résultats, ça tourne autour, les facteurs sont en fait des facteurs d'acteurs, c'est-à-dire les acteurs du milieu dans lequel la personne évolue, ce qui fait ressortir l'importance de la composante d'influence relationnelle sur les processus de prise de décision de toutes les populations, mais encore plus celle-ci. Donc, une deuxième catégorie de facteurs ou d'acteurs est celle du personnel scolaire, donc qui est arrivé dans le cours de la vie de la personne. Qu'est-ce qui joue à l'intérieur de ça? C'est d'abord l'ouverture de ce personnel-là aux réalités des personnes avec situation de handicap, leurs croyances, des croyances à l'égard du potentiel de ces derniers, ou à l'inverse, du croyance à l'égard d'un non-potentiel, c'est selon, mais on voit que dans les deux cas, ça peut amener des impacts différents, surtout quand on doit prendre en compte que cette influence-là va s'exercer à une période de la vie, souvent l'adolescence, l'enfance, où l'identité est en pleine construction, donc où ça peut être assez fragile et facilement influençable. Le personnel scolaire peut jouer un rôle également de facilitateur sur les processus de prise de décision de carrière s'ils ont su, au travers de leur accompagnement, de leur rôle, de faciliter le développement de la confiance en soi, c'est-à-dire de donner des occasions pour que la personne puisse prendre mieux contact avec ses ressources, les découvrir, se reconnaître et se sentir plus forte. Et enfin, il y a, et là les conseillers d'orientation sont importants à cet égard-là, ce qui joue un rôle positif, c'est quand il y a eu un soutien du personnel scolaire, plus particulièrement ici de conseillers d'orientation, qui ont permis de mieux reconnaître, d'aider la personne à mieux reconnaître ses intérêts et ses aptitudes par rapport à des options données. Donc, en facilitant ce processus, la personne a pris conscience qu'il y avait peut-être plusieurs choix possibles pour elle et que chacun était relatif selon notamment une question d'intérêt et d'aptitude. Il y a également dans ce groupe particulier-là ce que les auteurs ont qualifié les centres de réadaptation,
c'est-à-dire les milieux où les personnes ont reçu des services, des mesures pour les aider dans leur développement. Donc, comment ce milieu-là peut jouer un rôle positif? Bien, c'est lorsque l'offre de services et de mesures qui facilitent le développement d'habiletés éventuellement transférables à l'emploi, donc qui donnent des occasions de développer des habiletés-là, est grand. Donc, plus le service est compartimenté, il n'offre pas des occasions aux individus de se développer à cet égard-là, moindre est l'effet positif, ces prises de décision comme telles. Quatrième groupe d'acteurs ou de facteurs, c'est les professionnels d'aide à l'emploi, donc ceux qui arrivent de façon plus récente là, dans la vie de ces personnes-là. On peut penser ici aux conseillers en développement de carrière ou encore à des conseillers d'orientation. L'effet positif ici va être beaucoup chez ceux qui semblent adopter une perspective d'intervention proche à la psychologie positive, c'est-à-dire qui est centrée sur l'identification et la mobilisation des ressources de la personne. Donc, encore une fois, ce qui joue beaucoup un rôle ici, c'est d'amener la personne à ne pas tomber ou non pas se fragiliser dans une perspective d'elle-même où elle est limitée, différente, mais plutôt dans laquelle elle peut mieux s'identifier, se reconnaître à part entière, se reconnaître des forces qui non seulement sont des forces personnelles, mais qui sont des forces transférables en vue d'un éventuel emploi. Et il y a également toute la question de qualité du soutien, de qualité de la relation. Un dernier facteur qui est important, c'est la capacité et qui rejoint tous les acteurs. Donc, c'est la capacité de l'individu, mais de tous ceux qui participent à son développement, à reconnaître qu'elle possède les mêmes aspirations de base que toute clientèle, à savoir, comme tout le monde, une personne en situation d'handicap, son accompagnement va être plus mobilisé, plus motivé si on respecte le fait et on prend en compte qu'elle cherche à acquérir une autonomie financière, qu'elle a besoin dans la vie de se sentir reconnue pour ses compétences, pour ses capacités. Lorsqu'on reconnaît également l'idée qu'elle a besoin de relations interpersonnelles au travail pour s'émanciper, encore une fois, se reconnaître, mais pour être bien, participer activement dans un milieu. Et enfin, le besoin, comme tout le monde, de trouver du sens à ses actions au regard de ses valeurs, de ses besoins, etc. Donc, c'est grosso modo les résultats auxquels en sont arrivés les chercheurs. Au niveau de l'intervention maintenant auprès des personnes en situation d'handicap en matière d'accompagnement au développement d'un processus de prise de décision de carrière qui soit le plus constructif pour ces personnes. Quoi faire? En fait, c'est selon les conditions dans lesquelles le professionnel travaille qui va jouer un rôle, mais je vais vous en présenter trois différentes. À un premier niveau, en fait, je vais vous présenter trois perspectives, mais qui ont toutes en commun le fait que ce qu'on s'aperçoit, c'est que les acteurs du réseau social semblent jouer un rôle très omniprésent dans le passé, dans le présent et même dans les aspirations des individus. Donc, on ne peut pas faire abstraction du rôle de cet environnement social-là. Première façon de travailler, donc, vous pouvez travailler sur un processus de type cognitif, affectif, directement et uniquement avec la personne, où on va travailler beaucoup à partir des souvenirs de la personne au niveau de ses différentes relations. On va s'intéresser à aller voir avec qui faisait partie de son environnement social, quelle était la nature des relations, éventuellement quelle était l'influence de ces relations-là sur les décisions, sur les actions. Évidemment, ça a une limite, c'est qu'on travaille toujours avec des perceptions et on travaille des souvenirs et on sait que l'être humain a tendance à organiser les souvenirs avec le temps. Une autre façon de faire, s'il est possible de le faire, c'est de travailler dans une approche plutôt systémique, c'est-à-dire de faire intervenir à même le processus, c'est-à-dire le conseiller, le client et au besoin autour les parents, les amis, les personnes significatives, parce que l'environnement a joué et continue à jouer un rôle constructif. Évidemment, les personnes qu'on va rassembler autour de la personne pour travailler ensemble sur un projet commun destiné au bien-être de celle-ci, ça doit être des personnes qui jouent un rôle constructif. C'est une autre façon de faire. Une troisième façon de faire, c'est celle d'opter pour une intervention de groupe, c'est-à-dire de faire appel
à plusieurs personnes en situation de handicap qui vont ensemble, travailler ensemble à examiner qu'est-ce qui a influencé leur processus décisionnel, qu'est-ce qui serait à travailler de manière à rendre celui-ci le plus optimal possible en vue d'assurer le meilleur mieux-être au travail. Peu importe l'approche que vous allez prendre, il y a des enjeux qu'on le voit au travers de l'étude de Timmons qui semble revenir, c'est l'importance de travailler sur des ressources, d'amener la personne à identifier et à mobiliser des ressources qui sont non seulement personnelles, mais qui sont transférables à l'emploi. Donc, plus elles sont transférables à l'emploi, plus elles peuvent être appropriées, donner sens par rapport au contexte d'intervention qui nous unit avec le client, c'est-à-dire un contexte d'orientation et d'emploi. Un autre élément, c'est l'importance des renforcements, donc de travailler, que ce soit en individuel ou en groupe. Si on travaille sur les ressources, ça va souvent venir d'emblée, mais c'est de utiliser un maximum de renforcements positifs et réalistes, par contre, chez la personne. Enfin, le dernier point, ça serait d'équiper la personne de sa propre méthode de prise de décision de carrière. La situation que la personne rencontre avec vous est une situation de prise de décision. Il va y en avoir d'autres tout au long de sa vie et souvent, autant avec la clientèle dont il est question ici que n'importe quelle clientèle, une des grandes limites, souvent au niveau de l'aide à l'orientation, c'est pas tant d'aider à ce que la personne se connaisse ou connaisse les possibilités, c'est que celle-ci ne sait pas comment procéder pour en arriver à une prise de décision. Donc, faites-lui le meilleur cadeau de vie que vous pouvez lui faire. Aidez cette personne-là à s'approprier de façon autonome son propre processus de prise de décision de carrière.